réalisez que 2015, c'était il y a 10 ans. Rappelez-vous, à cette époque, Stranger Things n'existait pas. Avatar 2 était encore un mythe hollywoodien. Jurassic Park, Star Wars et Terminator étaient en train de revenir au cinéma. Et au milieu de tout ça, Daredevil avait son grand retour sur Netflix. Et s'il fallait retenir une seule bonne chose de 2015, ça pourrait être ça. Salut tout le monde, c'est Déborah et aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait surtout pas se priver des rares plaisirs que la vie nous offre, on va reparler de la série Daredevil créée par Drew Goddard. On va évidemment revenir sur ses qualités, minimiser ses défauts, se remater un petit bout de la baston dans le couloir, mais surtout s'intéresser au pourquoi du comment elle a autant marqué et bouleversé le modèle Marvel sur le petit écran, au point où elle sera bientôt ressuscitée sur Disney+ dans Daredevil Born Again. Il a fallu environ 7 minutes pour que la série Daredevil marque un tournant dans le traitement des super-héros à la télévision. 7 minutes, c'est environ la durée de la scène d'introduction du premier épisode, donc tout ce qu'on voit avant le générique, et le temps qu'il faut pour comprendre qu'on vient de déboucher un très bon cru et que ce qu'on s'apprête à déguster n'aura rien à voir avec les codes habituels du MCU, mais aussi rien à voir avec le film Daredevil de 2003, qui est ce qu'il est. Mais bon, se débarrasser de l'image de Ben Affleck et des échos d'Evanescence en seulement quelques minutes, c'est très très fort. Tout ce qu'on a besoin de savoir ou presque sur Matt Murdock est déjà là. L'origine de son handicap, l'histoire de son père, sa foi, ses motivations, ses dilemmes moraux, sa rage et ses compétences hors normes. On saisit en une poignée de scènes seulement la gravité, la rugosité et le penchant vers le polar urbain sale et méchant, loin du spectacle hollywoodien de l'ère d'Ultron qui sortait au cinéma au même moment. Steven S. DeKnight, qui a été réalisateur et scénariste de la série, a expliqué qu'il s'était entre autres inspiré de The Wire, French Connection, Un après-midi de chien et Taxi Driver pour donner à sa série ce ton grinçant, viscéral et sans marteau magique, pour reprendre les mots de Jeff Loeb, l'ancien responsable de Marvel Television. Ils auraient aussi pu citer comme référence le run de Frank Miller, The Man Without Fear, The Man Without Fear, et globalement son travail sur le titre. Le but était de faire une série policière avec un justicier borderline qui flirte avec l'anti-héros, et pas une série de super-héros comme les agents du Shield, Gotham, The Flash ou Arrow. Pour mater Daredevil Born Again sur Disney+ dans les meilleures conditions, c'est l'occasion que je vous parle de sonvideo.com. Sonvideo.com, c'est nos camarades, experts dans le domaine hi-fi et home cinéma, et leur spécialité, c'est de mettre vraiment l'accent sur le conseil et la pédagogie, que ce soit dans leurs 17 magasins en France ou sur leur site internet. Et en hommage à notre cher super-héros aveugle, je me suis dit que c'était de bon ton de vous parler plutôt audio aujourd'hui. Je suppose que Matt Murdock doit aimer un son de qualité, et justement sur sonvideo.com, vous pouvez trouver la barre de son clipier. Enfin bref, la Flexus Core 200 et le caisson de basse qui va avec, le Sub 100. Ce pack est vendu à 748 €, mais avec le code promo CINE25, vous pouvez l'avoir pour 679 €. L'offre est valable du 26 février au 16 mars. L'avantage de ce pack, c'est vraiment le rapport entre sa puissance et sa petite taille. La barre de son et le caisson de basse prennent peu de place, mais vous avez tous les avantages d'un bon système son. Avec ses 8 haut-parleurs, dont 4 sur le dessus de la barre, il y a de quoi créer une vraie bulle sonore, idéale notamment pour tous vos programmes compatibles Dolby Atmos. Le caisson de basse est relié sans fil, ce qui est bien pratique. Et si vous voulez y ajouter des petites enceintes surround, c'est possible. C'est compatible Bluetooth, il y a même une appli de téléphone pour régler les paramètres de la bête, donc à ce prix-là, c'est vraiment pas mal. Si ça vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description et utilisez le code CINE25. L'offre est valable du 26 février au 16 mars, et n'hésitez pas à visiter le reste du catalogue de sonvideo.com. Après le New York propre des Avengers, on a donc plongé dans un autre type d'environnement urbain, Hell's Kitchen, bien plus sinistre et poisseux. C'est une ville rongée par la corruption et souvent baignée dans l'obscurité, avec de beaux clairs-obscurs et des jeux de lumière qui, je trouve, donnent souvent un rendu très mélancolique. On a aussi une échelle plus réduite, il ne s'agit pas de sauver le monde, mais de stopper un mafieux qui a la main mise sur la ville. Matt, lui, n'a pas de super pouvoir à proprement parler, pas de super costume blindé, du moins au départ. C'est le genre de samaritain martyr qui souffre physiquement après chaque affrontement et a choisi de sacrifier son âme pour sauver celle des autres, de pécher pour les autres avec tous les symboles christiques que ça convoque. Il est donc en équilibre sur un fil entre la morale et la légalité, avec des purs moments de rage et de déferlement de violence que Charlie Cox retranscrit d'ailleurs très bien. Cette volonté de réalisme, de brutalité et de noirceur n'avait rien de révolutionnaire
non plus. On était 10 ans après le film Batman Begins, donc après le Gotham plus réaliste de Nolan et le Bruce Wayne plus torturé de Christian Bale. Mais ça n'a pas empêché la série Daredevil d'avoir marqué les esprits. Elle est même souvent citée parmi les meilleures séries de Marvel et même de super-héros tout court. Même si sur 3 saisons il y a forcément des moments plus inégaux que d'autres, on en garde des images fortes et oui, je vais citer comme exemple le plan séquence du couloir qui conclut le 2e épisode de la première saison. On suit Matt Murdock avec sa tenue noire de mercenaire et sa cagoule sur les yeux, qui rentre dans un repère de méchants et défonce tout le monde tout seul. Alors qu'on était habitué à la photo grisâtre de Marvel et à ses combats surdécoupés PG-13, là on a ça quoi, de longs plans fixes ou de lents travelling, des jeux de hors-champ et des coups qui font vraiment mal. Et au fond, on s'en tape que ça pioche à fond dans Old Boy, The Raid ou même la première saison d'Arrow. Ça ne change pas le fait qu'on s'en souvient encore 10 ans après. De tout ça, on retient la baston, certes, son chaos organisé, mais surtout ce qu'elle raconte et signifie à ce moment bien précis dans le récit. Le héros un peu chancelant qui sort avec le gamin dans les bras presque en marchant sur les corps de ceux qui viennent de coucher. C'est typiquement le genre d'iconisation que Marvel ne semble plus capable de proposer à la télévision comme au cinéma. Ce genre de fulgurance de mise en scène est même devenu la marque de fabrique de la série. On a par exemple le plan séquence dans l'escalier dans la saison 2 ou l'évasion de la prison dans la saison 3 qui reprennent les mêmes codes avec un lieu exigu, des ennemis en nombre et un combat harassant. Au-delà des simples ambitions techniques, ça a participé à donner à la série une identité, à la sortir de la masse de l'uniformisation. Et si ça peut paraître être une évidence, ça ne l'est visiblement plus pour Kevin Feige. Une autre raison qui fait que Daredevil est une série mémorable, c'est son grand méchant, le Wilson Fisk de Vincent D'Onofrio, qui est le reflet de Matt Murdock. Ils partagent tous les deux le même but, à savoir assainir Hell's Kitchen, mais n'ont pas les mêmes méthodes ni les mêmes limites. Fisk reste dans l'ombre jusqu'à la fin du 3e épisode, après que le mystère se soit épaissi autour de lui et de son nom qu'il ne faut pas prononcer. Du coup, on peut un peu le voir comme un Thanos humain, sauf que lui, il claque pas des doigts, il claque des portières de voiture. Voilà une autre scène graphique bien marquante qui tire entièrement profit du classement TV M8 de la série, l'équivalent grosso modo du R-rated au cinéma, mais pour la télé. Là encore, c'était la première fois que Marvel franchissait la ligne rouge en matière de violence à l'écran. C'est une décapitation froide et colérique. On n'est pas du tout dans la surenchère fantastique à la Blade ou du gag gratuit de sale gosse comme ça a été fait depuis avec Deadpool et Wolverine. C'est aussi la première démonstration de violence de Wilson Fisk, la première fois qu'il révèle la part la plus cruelle et névrosée de sa personnalité, qui jusqu'ici était plutôt celle d'un mafieux gentleman plutôt impassible. Il y a d'abord la violence du geste en elle-même, s'il lui avait simplement tiré dessus avec un revolver, ça aurait tout de suite été beaucoup moins impactant, mais c'est surtout les raisons pour lesquelles il a vrillé qui sont révélatrices, puisque le gars a simplement eu le malheur de déranger son rendez-vous amoureux et de le mettre mal à l'aise devant Vanessa, ce qui le rend parfaitement inquiétant, mais aussi puéril et révèle à quel point il est émotif et impulsif. Tout ça pour dire que dans Daredevil, les démonstrations de violence racontent toujours quelque chose. On étoffe le récit dans le sang, les larmes et les cris. Et puis j'aime bien l'effet miroir entre les deux personnages et la façon dont le sujet de l'identité, qui est au cœur de la série, est subtilement amené dans leurs présentations respectives. D'un côté, on découvre d'emblée la part sombre et colérique de Matt Murdock, avant de nous montrer les aspects plus lumineux et tendres de sa personnalité. C'est comme si Daredevil le justicier était autant une couverture et un écran de fumée que Matt Murdock, l'avocat qui veut sauver les innocents. C'est l'inverse pour Fisk, qu'on nous présente d'abord comme un homme calme, réfléchi et même romantique, avant ce volte-face qui fait briller toute la caractérisation du personnage. Son apparition est aussi intéressante visuellement. On le voit d'abord de dos, comme une masse noire sur un fond blanc, puis le spasme de sa main, le gros plan sur les boutons de manchette qui trouveront leur signification plus tard, et enfin Vanessa, qui rentre dans ce surcadrage comme elle entre à ce moment dans la vie de Fisk. Encore une fois, il s'agit de raconter par l'image, une idée que Marvel a totalement abandonnée depuis. En 3 saisons, la série a aussi pris le temps de s'intéresser aux autres personnages qui gravitent autour de Matt Murdock, particulièrement Karen Page, Foggy, Claire Temple, l'infirmière de Rosario Dawson, Ben Urich, le journaliste qui enquête sur Fisk, ou même le Punisher et Elektra, qui elle aussi a eu droit à une seconde chance après le film de 2003. Chacun a son rôle à jouer, sa ficelle à tirer, et aucun n'est abandonné sur la route faute de place ou de temps, ce que n'aurait certainement pas permis un long métrage. À l'origine, plusieurs années après le film de Mark Steven Johnson, probablement aux alentours de 2013, puisque c'est à ce moment-là que Marvel a récupéré les droits sur le personnage pour l'exploiter dans le MCU, Drew Goddard avait pitché un autre film au studio, mais ils ont convenu qu'un film Daredevil aurait du mal à s'inscrire dans le MCU, parce que c'est un héros plus limité qu'un Thor ou qu'un Spider-Man. Il n'est
n'est pas milliardaire, il ne combat pas des aliens ou des nazis, donc ça aurait été trop différent des autres films de l'univers à 200 millions de dollars bourrés de CGI. En plus de ça, il était hors de question pour Marvel de faire un film R-rated. Donc le projet s'est naturellement transformé en série pour plus de liberté de ton. C'était aussi une sorte de petite revanche pour ABC qui avait commandé au début des années 89 le pilote d'une série consacrée à Matt Murdock, mais sans que ça aille nulle part. L'autre raison, plus pragmatique, c'est que des hommes en costume cravate de chez Marvel préféraient se concentrer sur les Gardiens de la Galaxie et les Avengers au cinéma et garder d'autres personnages dont ils avaient aussi récupéré les droits pour construire un nouvel univers télé, ce qui s'est officialisé en novembre 2023 avec 4 séries en partenariat exclusif avec Netflix. C'est ce qui a mené à la création des Defenders, la série crossover qui réunit Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist et Luke Cage qui avaient chacun été présentés dans leur série de leur côté. Il y a aussi eu un spin-off sur le Punisher qui a eu le droit à 2 saisons. C'était clairement les Avengers de la télé et même si tout ne se vaut pas et qu'on sentait déjà les limites de l'exercice, l'ambition était énorme et Daredevil a été une petite révolution dans son genre étant donné que Marvel n'avait encore jamais réussi un tel déploiement de la marque à la télévision. Et pourtant, c'était pas faute d'avoir essayé. En laissant de côté l'animation, les super-héros Marvel ont eu du mal à se faire une place sur le petit écran, contrairement aux super-héros DC qui ont commencé à toucher un nouveau public et à infuser la culture populaire dès les années 50 avec les aventures de Superman, puis dans les années 60 avec Batman, les années 70 avec Shazam et Wonder Woman, The Flash dans les années 80, Lois et Clark dans les années 90 ou encore Smallville dans les années 2000. Alors oui, on a bien eu une série Blade en 2006 après les 3 films avec Wesley Snipes. Chronologiquement, les épisodes se déroulaient après les événements de Blade Trinity, sauf que c'est l'acteur et rappeur Sticky Fingaz qui a repris le rôle titre. La réception a été plutôt mitigée et fatalement, ça a été annulé au bout d'une saison avant de tomber dans l'oubli, un peu comme Mutant X, un petit ange parti trop tard. Mais fin 2019, Disney a racheté Marvel et tout un tas de mutations ont commencé dans l'entreprise, notamment la création de Marvel Television en 2010 avec Jeff Loeb comme tête pensante. En étant désormais rattaché à Disney et ses filiales, Marvel a donc eu accès à un réseau de diffusion télé via ABC et a donc commencé un premier gros chantier télé. Pour ce ABC/MC Universe, plusieurs projets ont été annoncés, notamment une série sur Hulk par Guillermo del Toro. Au final, ça ne s'est pas fait, mais c'est sans rancune ni regret puisqu'à la place il est parti faire Pacific Rim. Et Pacific Rim c'est génial, n'en déplaise à Geoffrey et Judith. En 2012, quelques mois après la sortie d'Avengers, l'idée d'une série qui s'inscrirait dans la continuité du MCU a enfin germé et c'est comme ça qu'est né Les Agents du Shield en 2013, une série un peu kitschouille, surtout visuellement, mais qui avait quand même une bonne popularité. On y retrouvait l'agent Phil Coulson quelques mois après les événements du crossover de 2012 avec un caméo de Nick Fury, de Maria Hill et même de Sif qui a été exhumé pour la dernière fois dans Thor 4. La saison 2, elle, a repris juste après les événements de Captain America 2 et parce que tout est lié, après le retour de Bucky au cinéma, c'est Peggy Carter qui a eu son retour dans Les Agents du Shield avant d'avoir sa propre série spin-off en 2015, elle-même basée sur un court-métrage sorti quelques mois avant la saison 2 du Shield. Mais plutôt qu'un nouvel élan et la construction d'un micro-univers Marvel, ça a été le début de la fin. Dès la saison 3, les agents du SHIELD a commencé à s'éloigner du MCU avec une intrigue sur les Inhumains, une race extraterrestre qui devait initialement être au cœur d'un film de la phase 3. Ça s'est pas fait, mais ils ont finalement eu une série en 2018 annulée au bout d'une saison. Avant ça, déjà en 2016, ABC avait annulé Agent Carter après 2 saisons à cause de ses faibles audiences. Un spin-off des agents du SHIELD, Marvel Most Wanted, avait aussi été abandonné dans la foulée. Quant à Cloak and Dagger, en 2018, j'ai découvert son existence en écrivant cette vidéo et je me suis rappelé celle d'Elstrom, les deux ayant été annulés après des audiences assez catastrophiques et une mauvaise réception critique. Mais c'était de toute façon impossible de rivaliser avec l'univers sur Netflix qui offrait plus de cohérence narrative, plus de qualité, notamment Daredevil et Jessica Jones, qui était vraiment l'héroïne dont Marvel avait besoin bien avant Captain Marvel et le film sur Black Widow. Et surtout, un deal avec un géant de l'industrie comme Netflix offrait à Marvel une visibilité et une accessibilité sans précédent, les séries étant diffusées presque simultanément partout dans le monde. Sauf que l'aventure Defender s'est soudainement arrêtée au moment où Disney a lancé sa plateforme de streaming Disney+ en 2019. L'intention était de rapatrier les séries Marvel sur le catalogue de Disney+ et de créer
créer d'autres séries, cette fois directement rattachées au MCU. Les séries Netflix ont donc été annulées les unes après les autres à partir de 2018, certaines fois avec assez de temps pour offrir au public une conclusion, comme Jessica Jones, mais parfois de façon brutale, comme c'était le cas pour Luke Cage. Ensuite, Marvel a dû contractuellement attendre 2 ans avant de pouvoir réexploiter les personnages à l'écran. C'est pourquoi Daredevil n'est réapparu qu'en 2021 dans Spider-Man No Way Home, et que les séries sont restées un temps sur Netflix avant de migrer sur Disney+. La même année, Wilson Fisk est aussi revu dans la série Hawkeye avant de réapparaître dans Echo comme Daredevil. La série Daredevil Born Again a ensuite été officialisée début 2022 et marquera le retour aussi du Punisher, de Karen Page, de Foggy, de Vanessa et même de Poindexter, le méchant de la saison 3. Il s'agira d'une sorte de refonte de la série de 2015. Au départ, il devait y avoir 18 épisodes pour la première saison, mais elle a finalement été coupée en 2 et c'est pas le seul hiatus qu'a connu la production. En septembre 2023, alors que tout était à l'arrêt en répercussion des grèves des acteurs et des scénaristes à Hollywood, la série est presque repartie à zéro parce que les dirigeants trouvaient que les 6 premiers épisodes ne fonctionnaient pas et s'éloignaient trop de la série de Netflix, en n'étant ni un reboot complet, ni une réelle continuation. Matt Corman et Chris Hord, qui avaient été engagés comme scénaristes en chef, sont partis, comme les réalisateurs qui ont été remplacés par le duo Justin Benson et Aaron Moorhead, déjà à l'œuvre sur Moon Knight et la saison 2 de Loki. Et parce qu'ils voulaient vraiment bien faire les choses, ils ont engagé un showrunner, à l'ancienne, ce qui, aussi fou que ça puisse paraître, n'était plus un automatisme chez Marvel. C'est donc Dario Skardapan, qui avait travaillé comme scénariste sur Daredevil et Punisher, qui a remis la baguette dans le four. Marvel a ainsi décidé de corriger le tir, voyant qu'ils avaient fait une erreur de calcul, en espérant simplement que le résultat final ne sera pas juste du bricolage ou du cache-misère. C'est-à-dire qu'on a mangé assez de séries Marvel pour sentir venir la douille, surtout que j'ai déjà l'impression qu'ils ont dilué le personnage, que ce soit par le fanservice inutile dans Spider-Man No Way Home, sa baston un peu molle dans Echo, et surtout son passage lunaire et gênant dans She-Hulk. Je me demande aussi si Born Again pourra retrouver la maturité de son aîné, sa profondeur, le soin apporté au dialogue, à la lumière, à la façon de découper l'action, de représenter les sens de Matt, bref, de tout ce qui faisait que la série originale était bien. Surtout que pour l'aspect maturité, Marvel a axé une grosse partie de la promotion sur la promesse de violence, de surenchère même par rapport à la première série, comme si c'était juste un concours de pétage de genoux. Mais on peut pas mesurer le sérieux et la maturité d'une œuvre à son taux d'hémoglobine. Donc j'espère que la nouvelle série aura d'autres cartes à jouer. On a quand même hâte d'arracher le pansement et on parlera évidemment de Born Again sur écran large, que ce soit sur le site ou la chaîne YouTube. J'en profite également pour glisser qu'on a un podcast, La Réu d'écran large, où on blablate, on s'engueule et on fait des blagues sur tout un tas de sujets. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Sinon, si le sujet des univers de super-héros qui se pètent les dents, ça vous plaît, je vous recommande la vidéo de Mathieu sur Kraven le Dernier Chasseur et les films Marvel de Sony. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Stop!